Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de cours à distance. Après ces 2 semaines de vacances, j'espère qu'elles ont été appréciées par l'ensemble d'entre vous. J'espère que vous avez pu vous reposer, recharger un petit peu les batteries. Vous l'avez peut-être suivi cet après-midi avec le discours du Premier ministre, mais on n'est malheureusement pas prêt de se revoir puisque on ne fait pas partie des départements dans lesquels le virus circule peu. Donc il y a malheureusement peu de chances pour que l'on se revoie, en tout cas dans les très prochaines semaines. Il faudra attendre encore un petit peu. Donc c'est pour ça que on va reprendre notre rythme de 2 séances vidéo par semaine. Le rythme qu'on avait, si vous voulez, avant les vacances. On va continuer ces cours à distance. Concernant le travail que je vous avais demandé de faire avant les vacances, le travail, souvenez-vous, sur bourgeois et ouvriers, j'ai bien sûr commencé à le corriger. J'aurais aimé pendant les vacances recevoir le travail de ceux qui ne me l'ont pas rendu du tout. Alors j'ai toujours du mal à savoir si c'est par de la flemme, par la mauvaise volonté ou par un réel problème pour accéder aux documents, pour accéder aux questions et au travail tout simplement en général. Voilà, donc pour l'instant, je les corrige. Je pourrai éventuellement vous communiquer les notes, puisque ce sera noté. Alors après, est-ce que ça compte dans la moyenne ou pas? Ça, on va attendre les consignes. J'attendrai les consignes de Madame Gérard ou du rectorat pour savoir si les notes que l'on met pendant le confinement euh, doivent compter ou non. Mais dans tous les cas, vous aurez une note, parce que pour ceux qui ont fait le travail, vous méritez d'être évalué, d'être noté. Donc je vous rendrai ça dès que possible. J'aurais aimé, comme je vous le disais, avoir l'ensemble des élèves, mais ce sera sûrement très difficile. Alors on va reprendre notre chapitre. C'est la dernière leçon en fait, une dernière séance sur ce chapitre sur la révolution industrielle. On s'était arrêté dans le grand 2 sur les bouleversements sociaux et dans une première partie où on avait expliqué quels sont ces bouleversements dans la société, avec notamment le développement de grandes parties de la société, les ouvriers et les bourgeois. Hein, c'est vraiment les deux catégories sociales qui dominent, soit en nombre, soit en importance politique, économique. On va désormais parler d'une autre catégorie de population, d'une autre partie de la France et de l'Europe qu'on n'a pas beaucoup évoquée, puisque jusque-là on s'était intéressé à ces catégories-là de population, s'était intéressé surtout aux populations urbaines, aux populations qui vivent en ville, aux transformations des villes. On va aujourd'hui s'intéresser aux transformations, aux bouleversements que connaissent les campagnes, car également les campagnes sont touchées par les bouleversements que provoque la révolution industrielle. Alors, ce que je vous propose, parce que j'ai constaté pour les questionnaires précédents que les difficultés pour certains étaient d'accéder aux documents, aux textes, graphiques, images, etc. que je mettais en ligne en pièce jointe. C'était difficile pour vous d'y accéder. Beaucoup me les ont demandé par mail, donc c'est un peu compliqué. Donc pour éviter tout problème, ce que je vous propose de faire, c'est que le questionnaire sur lequel vous allez travailler dans quelques minutes, qui est toujours sur mon bureau numérique, vous aurez à le remplir à partir de documents que je vais projeter directement dans ce diaporama, c'est-à-dire dans cette vidéo de diaporama commenté. Donc comme ça, vous aurez juste à faire pause sur le document, pouvoir le lire tranquillement. Je vais les reprendre les uns après les autres en expliquant le vocabulaire difficile. Il y aura deux textes, un graphique, une caricature et un petit extrait vidéo de 3 minutes. Voilà les documents sur lesquels vous aurez à travailler pour le questionnaire. Après le questionnaire, comme d'habitude, on se retrouve pour la correction et la conclusion de cette leçon. Alors on y va pour les premiers documents. Donc premier document, document 1 qui va s'afficher tout de suite. Document qui vous parle des campagnes françaises. On vous dit l'exode rural dans le Morvan. Alors l'exode rural, ce mot-là, j'ai pas envie tout de suite de vous l'expliquer car c'est un mot de vocabulaire normalement qu'on voit également en géographie en sixième, en cinquième. Normalement, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Donc je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais là je ne vous donne pas tout de suite l'explication. Le Morvan, en revanche, je vais vous expliquer ce que c'est. Le Morvan, c'est une partie de la région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, donc plutôt située dans le centre de la France, on va dire au sud-est de Paris. Voilà, si vous voulez plus de précision, entre Paris et Dijon. Alors, d'autres termes peut-être à expliquer dans ce texte.
Vous avez le mot, je cherche peut-être des termes, le mot journalier, la deuxième ligne. Qu'est-ce que c'est qu'un journalier? Eh bien, c'est tout simplement ça désigne une personne qui était employée à la journée. C'est-à-dire que vous n'avez pas des contrats de 6 mois, de 1 an, etc. C'est des contrats journaliers. Donc on parle de journaliers pour les personnes qui peuvent travailler 2 jours, 3 jours, comme ça, en fonction des besoins de la ferme dans laquelle ils étaient employés. On vous parle également à la sixième ligne d'exploitation à dominante herbagère. Alors le mot herbagère, on peut peut-être essayer de le deviner, puisqu'il y a le mot herbe dedans. Donc une exploitation dans laquelle il y aurait de l'herbe, c'est une exploitation d'élevage, là où il y a des grands prés remplis d'herbe. Je cherche encore peut-être d'autres mots. Il me semble que c'est bon. Il n'y a pas d'autres mots qui devraient poser problème. Si c'est le cas, n'hésitez évidemment pas à aller consulter un dictionnaire, hein. Ça reste l'outil de base, ça devrait être l'outil de base. Donc voilà pour ce premier texte que vous aurez donc à lire tranquillement, et je vous expliquerai quelle sera la question qui portera dessus, puisque en fait la première question du questionnaire porte sur les 2 premiers documents, ce texte-là, et le deuxième, qui là se concentre non pas sur la France, mais sur un autre pays européen, l'Irlande. Tout le monde situe l'Irlande, hein, cette grande île au large de la Grande-Bretagne. Alors, dans ce texte, je vais regarder un peu les mots qui pourraient être compliqués. On vous parle, deuxième ligne, de 4 millions d'âmes, hein, c'est un synonyme de 4 millions d'hommes, hein, 4 millions de personnes. Un autre mot peut-être plus poétique pour désigner les personnes. On parle de population surabondante. Surabondante, ça veut dire très importante en nombre. On vous parle aussi de l'avoine. Dans le début du deuxième paragraphe, première ligne du deuxième paragraphe, l'avoine c'est une céréale. Ensuite, on vous parle de disette. Alors la disette, on vous explique ce que c'est. On parle d'insuffisance de nourriture. C'est souvent l'étape avant la famine. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas de faim, mais on est dans un état de manque important de nourriture qui peut provoquer voilà, des carences, des problèmes de santé qui, à terme, pourraient entraîner la mort. Et dans ce cas-là, on parle de famine. Et ensuite, peut-être dans la toute dernière ligne, on parle d'un vagabond. Un vagabond, ça désigne un clochard, un SDF. Et des femmes qui font l'aumône, qui demandent l'aumône. Faire l'aumône, c'est mendier, hein, demander de l'argent. Voilà pour ces explications dans ce texte-là. Donc vous lirez bien le contenu de ces 2 textes, document 1, document 2, donc sur la France et sur l'Irlande. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est à partir d'une liste de propositions, hein, la première question, c'est une question à choix multiple. Vous avez une liste de propositions qui vous donne des exemples de problèmes que rencontreraient les campagnes au XIXe siècle. Je vous demande de cocher les bonnes réponses, hein. Toutes les réponses ne sont pas justes, donc vous aurez à cocher certaines bonnes réponses. On passe tout de suite au document 3. Document 3, il s'agit d'un graphique très simple, graphique en barre qui vous explique, qui vous montre la part de la population rurale, donc la population des campagnes, dans la population totale, et qui compare 2 périodes, le milieu du 19e siècle, 1851, à l'exception de l'Allemagne, on prend les statistiques de 1871, et on le fait dans 4 pays, Royaume-Uni, Allemagne, France et Russie. Donc vous aurez une question également sur l'évolution de la population rurale, et d'après vous, où est passée cette population rurale suite à cette évolution. Vous regarderez la question dans le questionnaire. Quatrième document, je vous en ai parlé, c'est une caricature. Alors une caricature en langue anglaise. Alors j'ai gardé certaines traductions, vous voyez dans la marge il n'y a pas d'erreur, hein, c'est moi-même qui ai volontairement caché les propositions, les traductions, la légende, pour ne pas vous donner trop d'indices, mais je pense que vous pouvez facilement comprendre, peut-être une indication pour mieux comprendre l'image, la caricature, elle se lit plutôt de droite à gauche, hein, puisque vous voyez sur cette image des Irlandais qui fuient le pays, qui essayent d'être retenus par des Anglais qui les exploitent, et qui essayent de fuir dans un autre pays. Donc vous aurez des petites questions là-dessus également. Et enfin, les 2 dernières questions porteront sur un extrait vidéo. Donc je vous le passe tout de suite. N'hésitez pas à monter le son, hein, de votre ordinateur. Prenez des enceintes parce que le son n'est pas très bon, j'en suis désolé. Je fais un peu avec les moyens du bord, avec le confinement. Donc n'hésitez pas à monter le son. Cet extrait vidéo dure 3 minutes. À la fin de ces 3 minutes, vous avez donc vu l'ensemble des documents qui vous seront utiles. Donc n'hésitez pas à remonter dans ce diaporama commenté, hein, si pour commencer avec les premiers documents puis les suivants. Et après, vous allez sur mon bureau numérique, vous faites le questionnaire et on se retrouve après. Dès la première moitié du XIXe siècle, les besoins de l'agriculture
de la mine et de l'industrie naissante attirent vers la France de nombreux migrants. Ce sont le plus souvent des migrants temporaires venus des pays voisins. Ces réfugiés viennent grossir les rangs de l'immigration du travail qui accompagne la révolution industrielle. Depuis plusieurs décennies, les Anglais participent au développement de l'industrie textile, des chantiers navals et des chemins de fer. Italiens, Suisses, Allemands, Espagnols et Belges passent aussi la frontière pour chercher de l'embauche en France. En 1866, les Belges sont les plus nombreux. On les trouve surtout dans l'industrie textile et les mines du Nord. Ils fournissent également d'importants contingents de saisonniers agricoles. Au lendemain de la guerre de 1870, l'immigration augmente encore. En 1881, 1 million d'étrangers, hommes et femmes, vivent en France, soit près de 3% de la population. Les raisons de cette immigration sont nombreuses. La natalité française décline. L'exode rural prive de bras certaines campagnes sans suffire aux besoins de l'industrie en pleine mutation. Les paysans des pays voisins, chassés par la misère ou le surpeuplement, viennent combler ces manques et rejoignent en grand nombre le prolétariat industriel. À partir de 1900, les Italiens forment le groupe national le plus important. Des industries marseillaises aux chantiers parisiens, de la sidérurgie lorraine aux campagnes, ils occupent les postes les plus durs et les plus mal payés. Des chaînes migratoires se mettent en place entre le village d'origine et la région d'installation. À Marseille et en Lorraine, les Italiens participent à la naissance du mouvement ouvrier. De leur côté, pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre, les employeurs cherchent à organiser le recrutement. On achemine aussi des paysans kabyles vers les mines du Nord et les premiers contrats font venir des ouvriers agricoles polonais. Mais en ces temps de nationalisme, les étrangers suscitent de violentes réactions xénophobes. Les ouvriers français les accusent de concurrence déloyale. La population voit en eux des ennemis de la patrie ou des sauvages porteurs de maladies. Les violences physiques sont fréquentes en milieu ouvrier. Dans le Nord, on s'en prend aux Belges. À la fin du siècle, les Italiens sont les plus visés. Plus misérables, concurrents plus dangereux pour les ouvriers, terroristes anarchistes à l'occasion, ils sont victimes de plusieurs lynchages, comme à Aigues-Mortes en 1893. Voilà, ce petit extrait vidéo est maintenant terminé. Alors, maintenant vous pouvez vous rendre sur mon bureau numérique pour faire le questionnaire. Il y a 5 questions. Ces questions portent donc sur les différents documents que je vous ai proposés, la vidéo, le graphique, la caricature et les 2 textes. Donc n'hésitez pas à faire des allers-retours entre le questionnaire et le lien vidéo YouTube, sur lequel vous avez bien sûr tous les documents, donc pas de problème de téléchargement cette fois de documents que vous n'arrivez pas à consulter, tout est dans la vidéo. Donc on se retrouve dans quelques minutes quand vous aurez terminé ce questionnaire. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la correction du questionnaire et surtout la rédaction de la partie leçon, dernière, je le disais, dernière partie de ce cours. On avait dans les bouleversements sociaux, dans cette deuxième grande partie de la révolution industrielle, on avait déjà vu une première sous-partie, un petit tas sur bourgeois et ouvriers, donc plutôt en ville. Maintenant, voyons les bouleversements, petit b, les bouleversements, les transformations des campagnes et leurs conséquences sociales. Donc, à la suite, pas forcément sur une nouvelle page, à la suite de ce qu'on avait fait sur les bourgeois et les ouvriers, vous passez 1 ou 2 lignes, vous notez petit b, les transformations des campagnes et leurs conséquences sociales. Alors comment on va s'organiser aujourd'hui? On va le faire sous forme de schéma, d'un petit schéma très simple, je vous l'affiche. Vous voyez un grand rectangle au centre, avec écrit la situation des campagnes au 19e siècle, situation de départ, et les problèmes que vont rencontrer les campagnes.
qui vont avoir deux conséquences principales. Donc notre schéma se divise en deux parties. Et on va réutiliser bien sûr les documents sur lesquels vous avez travaillé. Donc les textes, le graphique, la caricature. Je vous projeterai également une carte et une autre caricature. Et on réutilisera la vidéo, je ne vous la reprojetterai pas, mais j'en ferai quelques commentaires. Alors, ce schéma, vous n'êtes pas forcément obligé de le reproduire tout de suite, pour la simple et bonne raison que j'ai peur que vous ne laissiez pas assez de place pour noter toutes les informations qu'on va récolter dans les documents. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous le reprojeter complété à la fin de la correction. Et là, vous pourrez faire pause et le recopier tranquillement pour être plus tranquille. Voilà. Alors, on commence avec le premier document qui nous présentait la situation agricole en France, en choisissant l'exemple du Morvan, donc cette région du centre de la France, à la fin du 19e siècle. Alors, il y a plusieurs petits problèmes. Vous aviez dans la première question une liste de problèmes, de catastrophes, de difficultés rencontrées par les campagnes. Certaines étaient justes, certaines étaient fausses. Dans ce texte-là, vous aviez deux éléments à relever. Dès la première ligne, on vous parle d'une crise agricole. Une crise agricole que les campagnes rencontrent. Pourquoi ? Et bien, pour le savoir, vous aviez une petite astérisque qui vous renvoyait à la ligne tout en bas. On vous dit que cette crise de la fin du 19e siècle est due à la concurrence étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, au 19e siècle, les échanges se font de plus en plus loin, avec des régions de plus en plus éloignées, grâce aux nouveaux moyens de transport, le bateau, le train. Ça a des avantages. Vous pouvez faire venir échanger beaucoup plus de produits, ça vous rapproche, les temps de trajet sont réduits avec les pays ou les continents. Mais ça a un problème quand même. Cette mondialisation-là, cette interconnexion entre les différentes parties du monde, c'est un inconvénient. C'est que ça vous met face à la concurrence des autres pays, la concurrence agricole des autres pays. Donc si vous ne produisez pas assez vite ou vous produisez trop cher, eh ben, on va privilégier des produits venus d'ailleurs. Et oui, c'est déjà ça la mondialisation. Donc là, on connaît déjà une crise à cause de la concurrence étrangère. C'était une première chose à noter. Et puis deuxième chose sur laquelle le document insiste, et l'illustration à côté nous est un bon exemple de ce sujet, c'est l'évolution de l'outillage. Les nouveaux outils, ou devrais-je dire des nouvelles machines, on parle de mécanisation agricole. Pourquoi de mécanisation? Parce que, alors qu'avant tout se faisait à la main, hein, on fauchait à la main, on battait le blé à la main, aujourd'hui on a de nouvelles machines. On a une moissonneuse pour moissonner le blé, on a une batteuse pour battre le blé. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, ces deux machines sont regroupées en une qu'on appelle une moissonneuse-batteuse. Mais à l'époque, à la fin du XIXe, on a deux machines nouvelles, mais qui nécessitent peu de bras, peu d'hommes. Vous voyez qu'il n'y en a même pas une dizaine d'hommes dans cette image-là. Alors qu'avant l'invention de ces machines, vous avez besoin de dizaines de personnes pour faucher pour moissonner un champ de blé ou faucher un champ d'herbe. Donc ça, c'était la deuxième chose à relever dans ce texte. Donc on peut, je vous affiche la correction, mais encore une fois, je vous mettrai l'ensemble de la correction en fin de vidéo. Donc, premier problème, la concurrence étrangère. Deuxième problème, les emplois qui baissent, forcément, puisque vous n'avez plus besoin d'autant de personnes, donc plus besoin d'employer autant de personnes grâce aux machines. Donc c'est un problème, ça développe le chômage. Deuxième texte qui peut nous aider à compléter cette première case, c'est la situation en Irlande. Quel est le problème? Quels sont les problèmes que connaissent l'Irlande? Dès les premières lignes, nous en parle. On nous dit que la population irlandaise a beaucoup augmenté. On nous parle de population surabondante. Donc il y a une surpopulation. Vous voyez qu'en moins de 50 ans, la population a doublé. Elle passe de 4 à 8 millions. Donc c'est énorme. Cette population, il faut la nourrir. Cette population, à l'époque, se nourrissait de quoi? On vous dit principalement une légumineuse, un féculent, une pomme de terre. Le problème, c'est que cette pomme de terre nourrissait les 3/4 des campagnes. Et quand vous misez trop sur un légume, trop sur un aliment, si cet aliment connaît problème de récolte, vous voyez ce que ça peut entraîner. Et c'est ce qui était arrivé. La pomme de terre a connu, la plante de la pomme de terre a connu des maladies. Et la récolte s'est amoindrie, a décru. Vous voyez, on parle que la récolte venait à manquer ou à décroître. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Un manque de nourriture, une disette. Donc pour éviter la famine, vous allez voir ce que vont décider de faire les Irlandais. On ne peut pas vraiment parler de famine, mais de disette, de manque de nourriture, avec des conséquences graves, puisqu'on est obligé de dépenser très cher pour s'acheter de la nourriture.
Donc on ne peut plus payer les autres besoins comme le loyer, on se retrouve à la rue, et cela entraîne de la misère, du vagabondage, de l'aumône dans les rues. Donc voilà les trois éléments que l'on pouvait noter sur ce qui se passe dans les campagnes irlandaises, mais d'autres pays peuvent être concernés par ce même problème. Problème de surpopulation, trop de population à nourrir, pas assez de nourriture. Donc le manque de nourriture est dû notamment à cette monoculture, cette culture quasiment unique de la pomme de terre. Et puis, la conséquence directe, c'est évidemment une situation de misère. Donc face à cela, quelles sont les deux conséquences que cela va entraîner? Tous ces problèmes-là vont entraîner deux conséquences principales. La première, on va l'observer grâce au graphique. Ce graphique qui était relativement simple, qui vous présentait la situation de la population rurale dans 4 pays, à 2 moments différents, le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Si on regarde au milieu du 19e siècle, que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ou en Russie, la majorité de la population vit à la campagne, c'est une population rurale. Et bien cette population, cette situation évolue. C'est ce que je voulais que vous constatiez. Dans tous les pays, cette population rurale baisse. Et baisse considérablement. Vous voyez qu'au Royaume-Uni, il n'y a plus qu'un quart des personnes qui vivent à la campagne. En Allemagne, moins de la moitié. En France, on est tout juste à la moitié. La Russie reste encore majoritairement rurale, mais sa population rurale baisse tout de même. Donc, question directe que je vous demandais, où a bien pu passer cette population rurale? S'il y en a moins, elle n'est pas morte, hein. Elle a été ailleurs. Où peut-elle aller directement si elle ne va pas à la campagne? Bien sûr, c'est en ville. Et ça, c'est un phénomène que normalement vous devez connaître et dont j'ai pas voulu vous expliquer la signification tout à l'heure dans le titre du premier document. Ce phénomène de fuite, de départ des populations des campagnes pour aller en ville, on appelle ça l'exode rural. Voilà, on fuit, l'exode c'est une fuite, donc des campagnes pour aller forcément vers les villes. Alors que faire en ville? Y trouver de l'emploi. Et quel emploi? Un emploi ouvrier. C'est pour ça qu'au 19e siècle, en fait, une grande partie des ouvriers sont en fait d'anciens paysans, d'anciens journaliers qui n'avaient plus d'emploi à cause de la mécanisation, à cause des crises, différentes crises agricoles. Donc ici on pourra écrire la définition, je la remets en rouge, mais ça c'est quelque chose vraiment à retenir parce qu'on le voit en géographie de 6e, de 5e. L'exode rural, donc le départ des populations rurales vers les villes pour aller travailler notamment dans les industries. Donc ça c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays. En Europe, cet exode rural s'est manifesté davantage au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça c'est la première conséquence directe, logiquement. On va trouver un emploi dans la ville proche, ou la très grande ville, la capitale. Mais certaines populations, notamment les Irlandais, vont prendre des décisions carrément plus radicales. C'est ce qu'on va observer dans la caricature que je vous proposais. Alors cette fois-ci, elle est entière, je ne vous ai rien caché ici. La légende est complète, et je vous ai dit qu'il fallait plutôt lire de droite à gauche. Alors on y va pour cette lecture. Vous voyez ici à droite le symbole du Royaume-Uni, puisque l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni, mais était dominée notamment par les bourgeois anglais qui exploitaient un peu cette main-d'œuvre irlandaise, la surexploitaient. Et vous voyez ce bourgeois qui essaye de retenir cette femme qui symbolise l'Irlande. C'est une allégorie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? C'est un symbole concret pour désigner quelque chose d'abstrait. Je vous prends l'exemple de Marianne. On utilise une femme pour désigner la France, on utilise une colombe pour désigner la paix. Là, on réutilise une femme, alors je ne sais pas si cette femme a un nom, mais en l'occurrence, elle désigne l'Irlande. Alors que font les Irlandais et cette femme? Visiblement, ils veulent se ruer vers la côte de cet océan qui est en fait l'océan Atlantique. Et que font-ils? Où vont-ils? Que vont-ils faire là-bas? C'est ce que je vous demandais, et pour ça, vous pouviez observer les différentes pancartes. Vous aviez d'abord cet indice avec cette flèche, cette main qui vous indique To the American Steamers. Alors les steamers, qu'est-ce que c'est? Ce sont les navires à vapeur. Là encore une fois, on a une mention de notre révolution industrielle, la révolution des transports. Les Irlandais peuvent se permettre de traverser l'Atlantique parce qu'ils le font plus rapidement, ça coûte moins cher, grâce aux nouveaux bateaux à vapeur. Et où vont-ils? S'ils traversent l'Atlantique, ils vont dans ce très très grand pays qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, qui est immense. Ce sont les États-Unis. Il y avait plusieurs façons de le trouver. Il y avait évidemment la mention American, ça pouvait être le continent américain. La mention ici United States, les États-Unis, et puis également les symboles américains.
l'Aigle et l'Oncle Sam. Et on vous dit ici, alors Castle Garden, c'est le centre d'immigration. Oui, tous les immigrés, avant d'arriver pleinement aux États-Unis, étaient triés sur le volet. On vérifiait qu'ils n'étaient pas malades, porteurs de maladies, etc. Voilà, on prenait des précautions. Et alors pourquoi vont-ils aux États-Unis? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas en Angleterre? Et bien parce que, regardez, ces États-Unis promettent quelque chose aux Irlandais. Regardez, ils disent, nous voulons 1 million d'hommes, nous recherchons 1 million d'hommes, et nous promettons à ces 1 million d'hommes good wages. Qu'est-ce que c'est good wages? Ce sont de bons salaires. Donc ces pauvres Irlandais qui fuient la misère due à la crise agricole sont attirés forcément par ces promesses américaines, et donc vont partir en masse, par centaines de milliers, voire par millions, aux États-Unis. Alors, regardons un petit peu une carte qui nous présente cette immigration. Alors, cette fois-ci, cette carte ne présente pas que l'immigration irlandaise, mais l'immigration européenne, car d'autres pays vont voir partir certains de leurs ressortissants, il n'y aura pas que les Irlandais. Et où vont-ils? Alors, principalement aux États-Unis, on voit 34 millions d'Européens vont arriver aux États-Unis. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est un pays qui est formé par des immigrés. Donald Trump lui-même est un immigré. Enfin, pas lui-même, indirectement sa famille. Lui, il est descendant d'immigrés irlandais. Donc c'est toujours amusant de voir qu'aujourd'hui, lui et son gouvernement essayent d'empêcher des gens d'entrer aux États-Unis en disant qu'ils ne veulent plus de migrants. Il oublie que la plupart des Américains sont des migrants ou des descendants de migrants eux-mêmes. Les Noirs américains sont des descendants des esclaves africains qui étaient employés dans les champs de coton. Les anglophones sont des descendants des Anglais ou des Irlandais qui sont venus au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe. Les Espagnols également, ils n'étaient pas là sur place. Les seuls qui peuvent se dire non migrants, c'est peut-être les Indiens d'Amérique qui sont arrivés à l'époque sans doute préhistorique. Donc, et encore, ça pourrait être des migrants. Donc, ce pays, les États-Unis, attire énormément d'Européens. On parlera des autres nationalités après. Vous voyez que le continent américain, dans son ensemble, est très attirant pour les migrants européens. On a également, alors pourquoi? Peut-être un petit mot là-dessus. Pourquoi le continent américain? Parce que à l'époque, la plupart des pays qui constituent l'Amérique ne sont pas indépendants. Ce sont encore des colonies espagnoles, portugaises ou anglaises. Donc, c'est plus facile pour les migrants européens d'aller dans des colonies qui appartiennent à leur métropole. C'est plus facile pour l'intégration. C'est pour ça aussi que vous aurez des gens qui vont partir en Algérie, ceux qu'on appellera les pieds noirs. Ce sont des Français, tout simplement, parce que l'Algérie est une colonie française, au même titre que d'autres pays africains. Une émigration également du côté de l'Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et puis en Sibérie. Alors là, c'est pas le climat qui attire, évidemment, c'est plutôt les grands espaces, la possibilité de s'installer facilement sans déranger les populations locales. Alors, ça c'était la première observation, donc une immigration massive des Européens. Je vous demandais également, grâce à la vidéo, de me citer de quel pays venaient ces migrants, puisque des migrants, certains ne vont pas forcément traverser l'Atlantique, certains vont traverser simplement des montagnes ou quelques terres pour arriver dans d'autres pays européens. C'est le cas de la France. La France va être un pays d'accueil des migrants. Alors d'où venaient ces migrants? Principalement de l'Italie, de l'Espagne, de la Pologne, de la Belgique, des pays proches des frontières françaises. Alors pourquoi viennent-ils en France? Parce que la France est un des pays les plus développés au niveau de l'industrie, et notamment certaines régions, le Nord, mais également la Lorraine. Dans la vidéo, on vous parle de la Lorraine. Notre région était une région qui attirait énormément de main-d'œuvre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de descendants des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Dans les classes d'école du nord de la Lorraine, vous avez beaucoup d'enfants dont les noms sont à consonance portugaise, espagnole ou italienne. Alors, dans cette vidéo-là, il y avait aussi quelque chose d'intéressant et de grave, malheureusement, que je voulais que vous reteniez. C'est aussi les conséquences de cette immigration chez certains Français. Comment réagissent certains Français à cette vague d'immigrés qui a afflué sur la France par milliers, par centaines de milliers, voire par millions pour certaines populations. Comment vont réagir certains Français? Malheureusement, par quelque chose de très négatif, par de la discrimination. Donc on accuse les nouveaux immigrés de tous les maux, d'être porteurs de maladies, d'être des criminels, des anarchistes, des terroristes, de prendre les emplois des Français. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve parfois encore actuellement avec d'autres populations, plus les Italiens, les Polonais, puisqu'ils ne sont plus migrants,
mais avec des populations plus récentes, les populations musulmanes qui viennent de Syrie par exemple, ou encore les Roms par exemple. Donc ça, cette discrimination-là envers les étrangers, on appelle ça de la xénophobie. Hein, xéno, c'est étranger en grec, donc la phobie, la peur des étrangers, le rejet des étrangers. Alors, ne considérez pas que la France est unique dans son genre face à la xénophobie. Les États-Unis, un fort pays d'accueil, connaissent également ce genre de dérive. Regardez cette caricature qui est assez violente, où vous avez ici au centre ce grand personnage barbu qui n'est autre que l'oncle Sam, donc l'allégorie, le symbole des États-Unis. Que fait-il? Eh bien, il observe, regardez, il observe cet océan Atlantique qui lui amène des bateaux à vapeur. Et dans ces bateaux à vapeur, qui sont parfois comparés à des poubelles, vous voyez ici que le dessinateur ne s'est pas embêté, il a comparé ce bateau à une poubelle, et regardez ce que déverse cette poubelle sur les États-Unis. Et il déverse des migrants, mais ces migrants, qui sont-ils? En quoi sont-ils caricaturés? Eh bien, en rats. Pourquoi en rat? Parce que le rat a toujours été un animal qui transmettait, ou plutôt vu comme un animal porteur de maladies, vecteur donc de danger. Vous voyez aussi ces caricatures qui montrent des personnes visiblement criminelles, hein, des anarchistes avec le couteau entre les dents, le pistolet entre les dents. On vous dit également sur la poubelle, c'est intéressant de montrer que ce sont des gens miséreux, puisqu'on nous dit qu'ils arrivent directement tous les jours, hein, daily, tous les jours, des bidonvilles, slums, c'est bidonvilles, des bidonvilles d'Europe. Donc ceux qui arrivent de l'Europe aux États-Unis, ce sont des miséreux, des vagabonds qui vont venir envahir, tels des rats, et se reproduire pour envahir les États-Unis. Alors on identifie même le pays en question. Là, il s'agit bien sûr des Italiens, puisqu'on parle de la mafia. Vous avez le drapeau italien sur des bandeaux là, qui viennent couvrir la tête de certains rats, ici et ici. Donc, vous voyez ici la dérive xénophobe que connaissent les États-Unis en cette fin du 19e siècle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement certains faits qui a amené cette xénophobie, et ce fait, il est expliqué ici dans la fumée du cigare de l'oncle Sam. Vous voyez ici apparaître un personnage. Ce personnage, c'est un ancien président des États-Unis qui a été assassiné par un anarchiste italien. C'était le cas également d'un président français qui était tué par un anarchiste italien. Donc, logiquement, malheureusement, va vite se faire l'amalgame entre les anarchistes italiens et l'ensemble des Italiens, qui vont donc être vus pas toujours positivement par une certaine catégorie d'Américains ou de Français. Alors, on ne va pas terminer sur cette note négative, on va essayer peut-être d'apporter quelque chose d'autre et de montrer que les migrations étrangères dans un pays peuvent apporter quelque chose d'intéressant, peuvent amener dans leur pays d'accueil leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, leur gastronomie. C'est le cas notamment des Italiens. Je vous montre ici, on notera après, hein, là, vous voyez que ça s'affiche, on notera après les choses dans cette partie, hein, l'immigration et la discrimination. Vous voyez ici sur cette photo une rue de New York, un quartier très connu à New York qui s'appelle Little Italy. Alors pourquoi ce quartier? Tout simplement parce que quand les immigrants arrivent dans un nouveau pays, pour faciliter leur intégration, ils vont avoir tendance à se regrouper par quartier, se regrouper en petites sections, petits immeubles, où ils vont se rassembler, vivre ensemble et reconstituer en quelque sorte le pays d'où ils viennent. Et c'est pour ça que vous voyez ici dans Little Italy des enseignes carrément écrites en italien. Un Café Roma, Grotta Azzurra, voilà, vous voyez toutes ces enseignes-là. Là, on est dans le New York d'aujourd'hui, hein, évidemment, mais ce quartier existe depuis plus de 100 ans, puisque les Italiens du 19e siècle se sont regroupés dans ce quartier. Donc ils y redéveloppent plutôt leur culture, leur gastronomie, ils amènent des choses que les Américains ne connaissaient pas, et c'est ce qui quelque part fait la richesse d'un pays qui connaît une mixité. Alors c'est le cas des Italiens, ça va être le cas également des Irlandais. Je vous montre deux exemples pour les Irlandais, très anecdotiques, hein, ces deux exemples, mais qui sont assez symboliques malgré tout. Vous voyez ici, peut-être que les plus sportifs d'entre vous connaissent ce logo. Il s'agit du logo du club de basket de la ville de Boston, les Boston Celtics. Alors pourquoi on retrouve ce petit symbole-là? Vous allez peut-être reconnaître sur ce personnage le trèfle vert à 3 feuilles, qui symbolise l'Irlande, hein, c'est le symbole de l'Irlande, comme nous on aurait le coq, comme les Écossais ont le chardon, mais les Irlandais ont le trèfle, c'est leur symbole.
Donc, en mémoire de ces Irlandais qui arrivaient par la côte est des États-Unis, notamment la ville de New York et la ville de Boston, il y a une forte communauté irlandaise à Boston. Et bien, le club s'est créé autour de cette communauté irlandaise et s'est appelé les Boston Celtics, puisque vous le savez peut-être, mais les Celtes étaient un peuple qui vivait dans les îles britanniques, donc l'Irlande et la Grande-Bretagne, même en France également, on peut trouver des Celtes en Bretagne. Donc ce peuple qui est ensuite devenu irlandais, a migré et a amené sa culture avec lui. C'est le cas également des fêtes et des coutumes. Regardez cette fête, je suis sûr que vous la connaissez. Il s'agit d'Halloween. Halloween n'est pas une fête américaine, à l'origine en tout cas. C'est une fête irlandaise que les Irlandais immigrés ont amenée avec eux aux États-Unis. Et quand les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale capable de diffuser sa culture, il n'y a pas que Disney dans la vie, sa culture, c'est également le cas d'Halloween. Halloween, si c'est aujourd'hui si connu dans le monde, c'est bien sûr grâce à la puissance américaine, mais c'est grâce aussi à l'origine de cette vague de migrants irlandais. Alors, je termine par un dernier exemple français et local, lorrain. Puisqu'en Lorraine, nous aussi, on a l'importation de la culture des migrants de l'époque, notamment les Italiens. Les Italiens qui sont fortement implantés dans le nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Et chaque année, il y a même un festival du film italien à Villerue, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est pas pour rien, pourquoi un festival du film italien? Tout simplement parce qu'il y a une forte communauté italienne dans notre région. Voilà, je voulais quand même terminer ce cours par une note un peu plus positive et vous montrer que l'immigration n'apporte pas forcément que des mauvaises choses et qui je l'espère, il faut faire preuve, et que j'espère qu'il faut faire preuve de tolérance face à la diversité. Voilà, ce cours est désormais terminé. Je vous affiche l'intégralité du schéma qui est à recopier dans votre cahier, donc en dessous du titre. Vous voyez maintenant la place dont vous aurez besoin pour réaliser ce schéma. Ce cours est maintenant terminé, le chapitre lui-même sur la révolution industrielle est terminé. On va se retrouver demain ou après-demain, puisque vendredi c'est férié, donc je vous affiche peut-être le cours demain ou après-demain. On va commencer un nouveau cours, en géographie cette fois, et je pense qu'on a tous besoin d'évasion, donc je vous propose un cours sur le tourisme. A bientôt et bonne soirée.